Ainsi, aujourd'hui, en France, on peut mourir décapité pour avoir fait un cours d'éducation civique sur la liberté d'expression. Cette décapitation, ce meurtre horrible de Samuel Paty vient évidemment percuter notre agenda législatif. Il le percute, mais il le justifie aussi. Il le justifie parce que nous avons bien fait, cher Philippe Bas, d'inscrire en priorité ce combat pour la loi républicaine contre ce totalitarisme islamiste. Nous avons bien fait. Il le justifie aussi parce que, au-delà des larmes, sans doute légitimes, des rassemblements, des marches, des discours, bien sûr parce qu'ils ne parviennent plus à masquer la réalité. Et la réalité, elle est crue, elle est difficile, mais il faut la regarder en face. Nous sommes en train de perdre la guerre contre l'islamisme radical, mes chers collègues. Et il faut réagir. C'est ce à quoi, aujourd'hui, nous vous invitons. Mais il y a évidemment de quoi se préoccuper quand on voit le chef de l'État attendre la 4e année de sa présidence pour inscrire à l'ordre du jour un texte contre le séparatisme islamiste. Il y a des préoccupations à entendre, comme on l'a fait il y a quelques minutes, le garde des Sceaux, que la règle commune semble gêner, qui évoque les exceptions pour ne pas avoir à renforcer cette règle commune, qui est pourtant explicitée dans l'exposé des motifs. Le Sénat, ça n'est pas le café du commerce. Le droit, ce sont des précisions. Et évoquer les ultramarins, les Alsaciens, pour penser qu'ils pourraient constituer une menace, qui peut le croire ici? C'est des arguties juridiques. Et j'attends de pied ferme, justement, le texte à vous écouter, monsieur le garde des Sceaux. Cet acte odieux doit être pris pour ce qu'il est, pas seulement un acte barbare, l'application de la charia en France. Pourquoi ? Parce que désormais, dans des collèges, dans certaines zones territoriales, quels sont les professeurs qui pourront oser montrer des caricatures? Quels sont-ils? Cette jeune fille qui se promenait dans une rue de Strasbourg le 18 septembre et qui était agressée parce qu'elle était en jupe. N'est-ce pas, là aussi, un indice qui est un indice profondément inquiétant? Nous sommes en train de perdre, mes chers collègues, cette bataille. Pourquoi ? Parce que nous ne croyons pas suffisamment en nos valeurs, en ce que nous sommes. Parce que nous avons, certes, Claude Malhuret, depuis longtemps, trop longtemps, accumulé trop de lâcheté. Mais parce que nous refusons de livrer un combat, une guerre, qui doit être un combat global. Le combat contre le djihadisme violent. Pas de revenants, monsieur le garde des Sceaux. Il faut s'occuper des sortants. Que fait-on de la prison qui est devenue, selon Hugo Micheron, un chercheur remarquable, l'ENA du djihadisme? Bien sûr, il y a aussi un autre front, les enclaves territoriales. Là aussi, j'espère que ce texte sera à la hauteur, texte qui nous est promis par le président de la République. Et puis, il y a l'espace symbolique des esprits, sans tomber dans le piège de l'islamophobie, sans tomber dans le piège de la guerre mémorielle, qui sert à cette disqualification radicale de la France, comme l'avait nommé un jour Pierre Nora, et qui alimente tous ceux qui ont pris la France comme une haine inextinguible. Il faudra, si nous voulons prendre le contrôle de la situation, reprendre le contrôle de l'immigration massive, parce que le tueur de Villeurbanne était afghan, parce que l'homme au hachoir devant les anciens locaux de Charlie Hebdo était un faux mineur pakistanais, parce que l'homme qui a décapité Samuel Paty était aussi un réfugié tchétchène. Le lien désormais est établi entre une immigration massive, entre cette difficulté de l'assimilation de nos valeurs républicaines et entre la montée des communautarismes, qui est le vrai terreau de l'islamisme, du communautarisme. Alors je crois que notre texte tombe à point, et je voudrais simplement redire, avec toute la sincérité dont nous sommes capables dans cet hémicycle, qui ne concerne pas un combat partisan, et que je me sens plus proche de Jean-Pierre Chevènement, de Manuel Valls et de bien d'autres
de ceux qu'on appelle la gauche républicaine, que certains de mes propres amis dans ma famille politique. Que dit ce texte ? Article 1, il explicite ce que doit être la laïcité dans une période de confusion, de brouillage des repères, des revendications identitaires et islamistes. Il explicite la définition de la laïcité, non pas celle que l'on connaît avec la loi 1905, dirigée vers l'État, mais celle dirigée vers chaque citoyen qui ne peut exciper, qui ne peut évoquer son origine, sa religion, pour s'exonérer du respect de la règle commune. C'est ça la règle, et elle mérite d'être rappelée au sommet de la hiérarchie de nos normes, y compris pour adresser un signal clair aux magistrats, mais aussi pour donner cette boussole indispensable dans la vie quotidienne, comme le disait Philippe Bas, à tant de directeurs de collège, des principaux, des proviseurs, de chefs d'entreprise, des directeurs d'associations, évidemment. Et puis, il y a l'article 4, les partis politiques. Ajouter la laïcité au respect de la démocratie, au respect de la souveraineté, c'est naturel, évidemment. Et cette voie constitutionnelle nous permettra, parce que c'est l'article 89, d'avoir un référendum automatique. Le moment est venu de consulter le peuple français. Et c'est aussi tout l'avantage de la proposition que nous avons co-signée avec Hervé Marseille et Philippe Bas. Pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que cette clarification, elle est bienvenue. Elle est la bienvenue parce qu'on voit bien que la loi 1905 ne peut pas tout. Si la loi 1905, monsieur le garde des Sceaux, pouvait tout, alors il n'y aurait pas eu en 2004 la loi contre les signes ostentatoires. Il n'aurait pas fallu une autre loi spéciale en 2010. C'est évident. Et pour ce qui concerne la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2004, cette règle apporte quelque chose, puisqu'en 2004, vous l'avez souligné vous-même, il s'agissait d'établir les relations entre collectivités publiques, tandis que là, nous viserons les règlements intérieurs des entreprises, des associations et donc des clubs sportifs, qui sont souvent le foyer d'une radicalisation, parfois, quand les islamistes mettent la main sur ces associations-là. Donc c'est utile, et graver dans le marbre constitutionnel une jurisprudence, croyez-moi, là aussi, c'est important, parce que ce que peut faire un juge un jour, un autre juge, le lendemain, peut le défaire. Mes chers collègues, pour conclure, je pense que la France, à nouveau, vient de vivre un épisode tragique, extrêmement douloureux, parce que entre l'école, la République et la France, il y a une identification. Le pacte républicain, le pacte national, c'est le pacte scolaire. Quand la Troisième République veut nommer les professeurs, elle les appelle des instituteurs parce qu'il s'agit d'instituer un nouveau régime, la République. Eh bien, je crois que, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, en disant qu'il faudrait toucher la loi fondamentale avec une main prudente, je pense qu'il y a de fausses prudences, mes chers collègues, qui sont de vraies lâchetés. Le moment est venu de dire, d'affirmer ce que nous sommes, ce que sont nos valeurs. Le moment est venu aussi d'éradiquer l'islamisme, sans aucune concession, en rappelant que la loi de la République est plus forte que la loi religieuse. Nous pouvons le faire ensemble, monsieur le garde des Sceaux. J'ai entendu les appels à l'unité nationale. On y a toujours répondu, dans toutes les crises, ici, au Sénat, mais là, la main que l'on vous tend, vous la refusez. Pour vous, l'unité nationale, c'est simplement dans un sens et dans un seul sens. Mes chers amis, que vive la République et que vive la France. La parole